Notre message, c'est allons chercher les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Plus jamais ça, agissez et arrêtez de nous raconter des histoires. Moi, je le dis de manière très claire, c'est un massacre de masse systémique, je vais revenir sur le terme. Seuls 8% d'entre eux, je dis bien 8% d'entre eux, ont bénéficié d'un soutien social positif. Je te crois, je te protège. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Inspire Actu. Merci beaucoup parce qu'en ce moment, tu es très pris, très demandé et j'ai envie de dire enfin on parle des violences faites aux enfants, des violences sexuelles faites aux enfants, mais des violences en règle générale. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis des années pour celles qui sont faites aux femmes dans les foyers, mais les enfants étaient un peu les laissés pour compte depuis quelques années. Toi, tu en parles de plus en plus, tu es de plus en plus reçu sur les plateaux de télé, tu as fait la une de Libération la semaine dernière, je crois. Tu es auteur de ce livre, J'étais un enfant, parce que tu as une crédibilité hors pair, c'est-à-dire que toi, tu as vécu la violence d'un père, la violence d'un homme d'église, la violence de cousin. Tu sais de quoi tu parles et heureusement que tu en parles, merci. On va évidemment parler de ton livre, mais déjà l'actualité aujourd'hui elle est un peu bousculée parce que enfin un rapport a été donné, le rapport de la Ciivise. Tu vas nous en parler, ça fait 3 ans que tu travailles dessus en tant que bénévole. Qu'est-ce que c'est que ce rapport ? Ce rapport, c'est surtout la suite logique d'une prise de parole historique du président de la République en 2021 suite au mouvement MeToo Inceste et à la mise en place de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Alors, le président de la République avait demandé quoi? Il avait demandé cette commission, il a demandé à cette commission surtout qu'on puisse recueillir des témoignages, d'accord, et qu'on comprenne en fait quelle est l'ampleur, qu'on propose des choses, forcément il y a des recommandations derrière, qu'on fasse un diagnostic aussi autour du suivi, voir comment est-ce qu'on peut orienter, etc. Et donc c'est un peu tout ça qu'on raconte en 750 pages. C'est effectivement une dynamique collective assez importante et surtout ce rapport, moi j'y tiens, c'est-à-dire qu'initialement, plus que la commande du président de la République, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 30 000 personnes qui nous ont fait confiance, 30 000 victimes qui en 2 ans et demi nous ont contactés par différents biais, téléphone, internet, etc. ou autres. Et en fait c'est surtout la volonté des victimes, comme la mienne, bien entendu. On n'est pas là uniquement pour parler, on est là pour protéger les autres enfants. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est pas forcément une réaction hyper empathique du type « vous êtes courageux », etc. On veut des actions. Et ce rapport propose des actions concrètes, réalisables. Emmanuel Macron avait dit, quand il était en campagne présidentielle, « je suivrai toutes les recommandations de la commission indépendante sur l'inceste et la violence sexuelle faite aux enfants ». J'ai envie de dire cap ou pas cap. Maintenant, il n'a plus qu'à appliquer. On va bien voir. On voit que la question de l'imprescriptibilité, ils sont déjà un peu en train de remettre ça en question. On va rentrer dans le détail, évidemment. Mais il y a des chiffres, du coup, dans ce rapport. Il y a des chiffres depuis des années déjà qu'on entend. 330 000 victimes de l'Église pendant 70 ans. C'est 13 enfants par jour. C'est des chiffres qui sont juste nauséabonds. Enfin, ça donne vraiment envie de vomir. Et pourtant, on est en 2023 et on vient seulement de faire un rapport. Donc on a énormément de retard. Oui, on a énormément de retard et encore les chiffres, c'est parce qu'on essaye tant bien que mal d'en avoir. On voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique d'avoir de vrais chiffres. Aujourd'hui, on dit à peu près qu'il y a 160 000 enfants qui seraient victimes chaque année de violences sexuelles en France. Et quand on regarde bien, il y a eu un rapport en 2019 qui a été fait par le ministère de la Justice qui disait qu'il y avait eu 23 000 plaintes d'enfants. Je ne dis pas d'anciens enfants, enfin d'adultes qui étaient enfants avant, etc. Non, d'enfants qui ont déposé plainte pour des faits de violence sexuelle. Si 23 000 ont déposé plainte, il y en a beaucoup, combien n'ont pas déposé plainte? Et donc on se dit que c'est une fourchette basse, on parle de 2-3 enfants par classe. Moi je le dis de manière très claire, c'est un massacre de masse systémique, je vais revenir sur le terme. Massacre de masse, tout simplement, on dit 10% de la population française. On parle de ça quand même. Et puis systémique, tout simplement parce qu'il y a une responsabilité systémique de l'État. On a beaucoup parlé de la responsabilité systémique de l'Église dans le cadre des 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, moi qui me tient à cœur. En réalité, c'est l'État qui devrait agir, y compris sur une institution, que ce soit l'Église, l'école ou autre. Et l'État, aujourd'hui, se défausse de toute responsabilité. Et dans un État de droit, c'est inacceptable. Donc nous, on demande aujourd'hui qu'il y a des actions concrètes. Ce qui est très simple et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Emmanuel Macron, en 2021, il a reçu le rapport Sauvé, de la fameuse commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Bon, il a décidé de prendre une photo, ça n'a pas été suivi des faits, etc. Pourquoi pas? Mais bon, on peut quand même se dire, quand on a été victime comme moi, on peut quand même légitimement se poser des questions. Là, on vient de lui remettre un nouveau rapport qui va dans le sens du précédent, mais qui démontre encore plus, d'une certaine manière, l'étendue des dégâts et surtout l'envie que les personnes, parce que quand il y a 30 000 personnes par an qui tapent à la porte et qui disent « moi je souhaite participer pour pouvoir justement mettre un pied à l'édifice »,
ça veut dire quelque chose, c'est un fait social important, et ben maintenant, il faut que le président de la République soit à la hauteur des enjeux, en fait. Donc là, il y a un sujet qui est quand même extrêmement préoccupant, à mon sens, dans la réponse qui doit être apportée. Notamment parce qu'on en parle maintenant, 9,7 milliards, c'est le chiffre qui coûte en fait à l'État, puisque un enfant qui a vécu ça, au-delà de la violence de l'effet, c'est l'impact que ça va avoir. On a des suicides plus tard, on a des gens qui vont faire malheureusement la même chose, on a des gens qui vont mal le vivre sur le long terme, qui vont rater leur vie professionnelle, amoureuse, affective. Donc en fait, les dégâts sont colossaux. Exactement, c'est le coût du déni. En fait, ça, c'est un avis qu'on avait rendu public en juin. Le coût du déni, c'est 9,7 milliards. C'est-à-dire que l'immobilisme, le fait de rien faire aujourd'hui, l'impact que ça a, et c'est vrai que c'est important sur les violences sexuelles faites aux enfants, on voit bien que c'est nettement plus important. On disait 1 milliard pour les violences faites aux femmes, on parle de 9,7 milliards, mais pourquoi ? Parce que quand on est enfant, on a des conséquences tout le long de sa vie, c'est ce dont je parle dans mon livre, mais je peux même revenir au témoignage. 30 000 personnes qui ont témoigné, seuls 8% d'entre eux, je dis bien 8% d'entre eux, ont bénéficié d'un soutien social positif. Je te crois, je te protège. Je te protège, sous-entendu, je dépose des plaintes, etc. Quelle que soit l'issue, classement sans suite, on reviendra peut-être dessus, etc. Donc ça veut dire que 92% restants, on a dit aux enfants, dans la grande majorité, je te crois mais je ne te protège pas, au risque, comme moi, de ne pas faire exploser la famille, au risque pour nombreuses filles parce que ta jupe était trop courte ou parce que tu étais peut-être consentante, on ne sait jamais, etc. Sur un malentendu, je le dis comme ça, mais c'est horrible. Et puis on a dit aussi à d'autres, je ne te crois pas, donc je ne te protège pas. Et là, avec notamment des effets majeurs, notamment avec des conduites à risque qui sont assez importantes. Et peut-être pour aller là-dessus, pour bien comprendre et faire le lien avec le coût du déni, c'est que quand on a dit à des enfants, donc dans 92%, donc la société n'a pas souhaité délibérément protéger les enfants, on a une personne sur deux qui nous dit avoir fait une tentative de suicide, une personne sur deux qui nous dit avoir des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, etc. 40% des personnes qui, comme moi, au bout d'un moment, ont une addiction. Des pathologies aussi, oui. Des pathologies, enfin, on a 40% des femmes qui rencontrent après des problèmes gynéco, etc. Donc c'est un problème de santé publique, donc il faut qu'on sorte de ce huis clos familial, etc. Il faut arrêter que la famille c'est sacré, etc. Et que ce soit un vrai sujet collectif, de politique publique, de santé publique majeure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est plus que loin du compte. En 2023, nous on appelle un vrai plan Marshall, moi j'arrête pas de le marteler partout, un plan Marshall pour la protection de l'enfance, que ce soit d'ailleurs pour les jeunes qui sont protégés de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi pour toutes et tous. Allons chercher les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles faites aux enfants. Enfin, je veux dire, le président de la République, au moment du Covid, avait dit « nous sommes en guerre ». Je pense que là, il pourrait presque le dire aussi. Et un dernier chiffre, et on arrête là-dessus, on va parler ensuite de ce qui vous est arrivé. C'est, je crois, que 5 milliards d'adultes aujourd'hui qui ont vécu étant enfants. 5,5 millions. 5 millions. Parce qu'on n'est pas encore en milliards en France, non, je plaisante. Exactement, 10%. 10%, c'est ce qu'on... apparemment, il y a eu différentes enquêtes, effectivement, ce chiffre-là. Mais c'est pas étonnant. Enfin, moi, je vois bien, quand je prends la parole dans une salle, que ce soit d'ailleurs je l'ai fait dernièrement, j'étais à Strasbourg auprès d'avocats, de magistrats, j'ai toujours des personnes qui viennent me voir discrètement, qui me disent « Ah, vous êtes hyper courageux, moi aussi j'ai été victime, mon frère, ma soeur. » C'est une boucherie, quoi. C'est une boucherie pédocriminelle dans ce pays, tout simplement parce que on voit bien, on est fort, je dirais, pour faire de la communication. Journée internationale des droits de l'enfant, machin, c'est terrible. Et puis on dit, oh, les enfants, c'est génial, c'est formidable, etc. Sauf que, en fait, on voit bien que les enfants, mais, sont martyrisés, quoi. Je veux dire, concrètement, c'est une boucherie, quoi. Et on parle là que des violences sexuelles, mais il y avait évidemment beaucoup d'autres violences. Et c'est important parce que c'est un continuum. C'est le sens de mon livre. Moi, je le dis bien, c'est-à-dire que si j'ai été victime, c'est parce que j'avais un père violent, etc. En fait, tous les schémas de vulnérabilité de l'enfant, on voit bien qu'il y a des liens, on fait dans la civise. Quand les enfants sont victimes de violences conjugales, il y en a énormément qui sont après par la suite victimes de violences sexuelles. Bien entendu, comment est-ce qu'un enfant va voir l'adulte référent qui pourrait être son père, sa mère, etc. quand on se retrouve livré en fait, à être victime de violences telles qui sont abominables. Et ça, c'est un sujet de société majeur et ça nécessite au bout d'un moment un tout petit peu d'ambition et de courage politique pour qu'on soit en capacité de se dire maintenant c'est fini. Nous, ce qu'on veut, c'est notre société, une société moins violente. Et là, on voit bien que c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faut rompre cette chaîne. Et c'est l'idée aussi de ce livre. Je le répète, J'étais un enfant, aux éditions Flammarion. Un livre qui relate une enfance qui démarre plutôt mal, on va dire, puisqu'il y a déjà un conflit à la maison, un père violent, une mère qui ne dit rien, c'est aussi une forme de violence, et qui vont amener aussi à de la négligence parfois, et puis à laisser un soir un prêtre dormir dans la chambre de son enfant, alors qu'il y a une chambre d'amis qui est disponible. Exactement, c'est exactement ça, et c'est tout mon sujet, c'est de se dire que cette violence-là, qui était certes familiale,
en réalité, tout l'environnement qui était plutôt en plus un environnement bourgeois, mais c'est pareil, qui avait déjà été comment dire, ciblé par le rapport Sauvé, etc. Oui, c'est important de le mentionner parce qu'on imagine souvent que ça n'arrive. Alors, vulgairement, dans les sketchs et dans les one-man shows, on entend à chaque fois c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est dans les familles qui vivent dans les HLM. Non, ça existe aussi à Paris, dans des beaux quartiers, en région parisienne. Nous, on est quand même j'ai quand même grandi en banlieue parisienne, dans un endroit hyper bourgeois, etc. Ouais. Donc, et là, tout le monde savait, c'est-à-dire que les voisins savaient, les voisins m'arrêtent pour pas que j'aille prévenir les flics. Tout le monde savait, l'école était au courant, mais forcément, ça prête à plaisanterie parce que on essaye systématiquement de banaliser, parce que face à quelqu'un qui a du pouvoir, qui est reconnu, etc., bah, ça veut dire que même l'enseignant, tout le monde en fait se tait, en fait, se soumet à l'ordre, je dirais, légitime, qui est un ordre de domination avec plutôt les classes bourgeoises qui sont en capacité, d'une certaine manière, de dire un peu quelles sont leurs lois directement et pas la loi de la République. Et puis ça gêne aussi, excusez-moi, mais quand on entend il y a quelques années l'interdiction de la gifle à l'Assemblée nationale, dans l'opinion publique, ça a été dur à passer, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui se sont dit mais de quoi je me mêle, une gifle ça n'a jamais tué personne. On banalise la violence sur les enfants qu'on ne fait plus sur les femmes, heureusement. Ça nous choque quand on voit les archives de l'INA il y a 30 ans, quand des hommes dans la rue étaient interviewés par des journalistes et ils disaient oh non, ma femme c'est une claque de temps en temps mais c'est pour son bien. En fait quand on l'entend de la part de parents sur des enfants, le c'est pour son bien il passe. Mais ouais, parce que c'est le même chemin en fait qu'il faudrait qu'on fasse en réalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours on a toujours l'impression que les parents possèdent leur enfant. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Déjà, on devrait beaucoup plus parler de responsabilité parentale que d'autorité en tant que telle. Il y a je veux dire, c'est un sujet qui est extrêmement important et c'est ça dont on a besoin. Et pour passer en fait cette marche-là, il faut absolument que les choses soient portées politiquement comme un axe majeur. Et aujourd'hui, on voit bien que politiquement, c'est assez creux. Il y a très peu de moyens par rapport à ça. Je le redis, on a quand même une secrétaire d'État. Alors bien sûr, c'est très bien d'avoir une secrétaire d'État. On n'a pas un ministère. On devrait avoir un ministère au niveau de l'enfance qui a du poids aussi en lien avec les autres ministères. Les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est ça qui est important. Ouais. On sait bien qu'il y a des jeux entre les cabinets, etc. C'est-à-dire que si on a un secrétaire d'État, c'est en dessous d'un ministre. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport de domination qui se rejoue, etc. Et c'est ça en fait qui est terrible, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on puisse annoncer, comme le président de la République l'a fait, qu'il y a une grande cause au niveau du quinquennat sur l'enfance, machin. Enfin, c'est toujours bien quand c'est en campagne. Dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Ou dans les faits, quand il y a une grande cause, c'est un spot télé comme là dernièrement. Et d'ailleurs, peut-être là-dessus, c'est important, le spot télé qui s'inscrit là-dessus, qui est diffusé actuellement sur les écrans, il y a quelque chose qui me choque. Au-delà du fait que, alors c'est très bien, il faut que les gens fassent le 119, bien entendu. Mais rappelez-vous, dans ce spot, on voit une petite fille qui dit... on imagine, on comprend qu'elle porte un secret. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, encore une fois, si je fais le lien avec les 30 000 témoignages dont je parlais tout à l'heure, tous les gens nous disent, toutes les victimes, en fait, enfants, les victimes en parlaient. Ouais. On n'a pas su les entendre et les protéger. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que derrière, en fait, ce n'est pas la culture du secret. Ça signifie que derrière, il faudrait impulser une culture de la protection et pas parler aux enfants d'une certaine manière, mais parler aux adultes et leur dire, vraiment, vous avez des droits, mais vous avez aussi des obligations. Et au niveau de l'enfance, on a une obligation de résultat. Et ça, c'est inaudible. Donc on préfère remettre le poids en fait sur cette pauvre enfant. Fille, bien sûr, on lui dit ouais, secret, il faut que tu parles. Mais limite, je trouve ça même culpabilisant. C'est à nous de comprendre évidemment qu'un enfant va mal, soit parce que son comportement a changé, c'est baisse de résultats, soit parce que j'en sais rien, enfin différentes choses. Elle veut plus aller chez tonton, j'en sais rien, enfin ce qu'on veut. Mais c'est pas elle qui voilà, je suis dans le secret. Non, en fait, c'est à nous d'agir. Complètement. Si on revient sur vous, je le disais, tout part donc d'un environnement assez violent et de cet homme qui fait en plus partie de la famille, qui est prêtre, missionnaire et qui va dormir dans votre chambre à 8 ans. Ouais, ça part même en fait, c'est exactement ça. Et puis ça part surtout, et c'est là que ça... moi je reviens sur la stratégie de l'agresseur, toujours pareil, c'est-à-dire que mon père à l'époque travaillait au Gabon. Mon père, qui est donc le patriarche dans la famille, hyper violent, etc., se lie d'amitié de cet homme-là. Lui, il dit tiens, quand je serai en France, etc., est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport ? De là, mon père dit gentiment tiens, tu viendras à chaque fois dormir à la maison, etc. Et donc lui, il arrive petit à petit à gagner la confiance. Oui, puis c'est très bien que d'emblée, les enfants de cette famille-là ne sont pas les enfants qui vont parler, parce que tout simplement, tout le monde connaît la violence, personne ne réagit. Donc forcément, moi, je n'allais pas venir voir des adultes en disant au secours, je suis victime de violences sexuelles. D'autant plus, et c'est aussi ce dont je témoigne dans mon livre, que n'oublions pas non plus que le problème qu'il y a, c'est qu'un enfant, quand ça lui arrive entre l'âge de 8 ans et 12 ans comme moi, donc 8 ans et 11 ans avec un grand-oncle prêtre missionnaire, et après 12 ans, mais sincèrement, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, on n'a pas le logiciel en réalité. C'est-à-dire que moi, toute la question de comprendre ce qui s'est passé, je l'ai compris bien plus tard, à l'âge de 19, 20, etc. Et encore parce que j'avais un psy. Mais sinon, en fait, un enfant, moi, je me rappelle toute mon adolescence,
Au moment où j'étais ado, bon, je me suis dit, au bout d'un moment, quand il y avait notamment attirance avec des filles, etc., où je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis homo, machin, enfin, j'ai eu tout ce truc-là. Mais je me suis dit, enfin, je comprenais pas réellement. J'avais des flashs de ce qui revenait, et j'ai fait en plus ce qu'on appelle une amnésie traumatique partielle. C'est-à-dire que j'avais juste certains moments qui me revenaient au cerveau, mais sans que je revienne sur l'ensemble de la stratégie de l'agresseur. Et ça, c'est important, vraiment, c'est le message que je porte, c'est-à-dire que les agresseurs font toujours, en fait, pour posséder leurs victimes, et y compris dans la stratégie qu'ils mettent en place. Ça a été vrai pour moi, pour le prêtre missionnaire, avec effectivement cette idée au début de faire voilà, une forme d'éducation à la sexualité, même avant d'ailleurs une découverte de mon corps, etc. Vrai par la suite quand les faits me reviennent, parce que j'ai fait une amnésie traumatique pour mes cousins qui m'ont violé quand j'avais 12 ans, eux on avait 13 et 15. La première chose qui me revient, c'est leur version, c'est les jeux. C'est la version qui a été acceptée par la famille, etc. Parce que c'est évident. Parce qu'elle arrange tout le monde aussi. Ouais, elle l'arrange et puis on banalise, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, c'est du touche-pipi, comme si à 13-15 ans on jouait au touche-pipi, et comme si à 13-15 ans on violait, ça voulait dire touche-pipi. Donc on fait systématiquement tout dans la société pour banaliser, pour pas protéger, et pour maintenir surtout le clan familial qui est extrêmement important. Qui plus est, je le redis, quand on est dans une famille bourgeoise, qui est là pour le coup, il ne faut surtout pas amener le projecteur, etc. Ouais. Sinon on risquerait de perdre sa classe, quoi. Et ça, c'est important vraiment que... Et pour moi, c'est un combat parce que je fais ce livre aussi, et c'est pas pour rien que je l'ai appelé d'ailleurs, j'étais un enfant, c'est moi qui ai choisi le titre d'ailleurs, parce que tout simplement, j'ai compris en fait que quand même, quoi, je veux dire, toute cette violence qui m'a été imposée, y compris cette violence de l'ensemble du système, qu'on met bien souvent en tant que victime au même niveau, c'est celle que je combattrai sûrement jusqu'à la fin de mes jours, parce que je trouve ça insupportable, et ça l'est d'autant plus, je suis papa aujourd'hui d'un petit garçon qui a 8 ans, j'ai une belle fille aussi qui en a 14, et je me dis à un moment donné, mais est-ce que nous, adultes, enfin, je veux dire, il faut qu'on se révolte par rapport à ça. Il y a un vrai truc. Enfin, se révolte. Encore, je pense être soft, si j'ose dire, mais quand même, il faut qu'à un moment donné, on se dise, c'est pas possible. Quelle société on veut pour nos enfants? En réalité, c'est ça notre sujet. On veut fermer les yeux et se dire à chaque fois qu'il y a une violence, ah là là, ah ouais, quand même, c'est dur les témoignages. Oh là là, vous êtes hyper courageux. Ou on veut entendre le bout en fait du sujet qui vise à dire, bah, en fait non, vous m'avez pas protégé. En fait, donc on a un consentement sociétal de ce qui se passe. Moi, je mâche pas mes mots. Il n'y a pas de problème là-dessus. La société aujourd'hui consent et c'est pour ça qu'on devrait avoir un pouvoir qui évidemment dit au bout d'un moment c'est pas possible. Il y a des lois qui existent, on doit protéger les enfants, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas faire ça. Et il n'y a pas si longtemps on rigolait sur un plateau de télé littéraire des écrits de Matzneff qui racontait son amour des petites filles, on va dire vulgairement. Mais donc ça avance un peu, mais on a encore cet esprit de culpabilité, de culpabilisation. Tu le disais tout à l'heure, toi quand tu as voulu parler, alors les voisins t'ont empêché d'aller porter plainte parce que ça pouvait faire de la peine à ta mère, tes grands-parents n'ont pas voulu accepter qu'un prêtre ait pu faire ça. Autour vraiment du sujet de l'Église, parce que c'est celui qui t'a concerné, comment tu expliques qu'aujourd'hui encore, alors les prêtres sont rarement condamnés, ou très peu, ou en appel ils s'en sortent, la responsabilité est complètement dédouanée de l'Église, et en plus de ça, les gens continuent d'envoyer leurs enfants dans les camps de scouts, alors qu'on sait que les prêtres y sont pour la plupart toujours. Déjà, ce qu'il faut bien voir, alors oui, il y a la question spécifique de l'Église, mais même de manière générale, je veux dire, c'est ce qu'on dit dans le rapport de la Civis, seuls 3% des agresseurs sont condamnés. Donc ça veut dire que pour être condamné, d'une certaine manière, c'est la loterie, théoriquement. Enfin, je veux dire, c'est exactement ça. Et il y a moins de chances d'être condamné que de pas l'être. Oui, donc ça veut dire que c'est tout bénef, il faut y aller, d'une certaine manière, le risque, il est moindre. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est un peu cru, mais c'est quand même ce qui se passe. Il faut bien comprendre que la tête d'un agresseur, qu'on voit souvent soit comme un monstre ou quelqu'un de malade, etc., pas du tout, en réalité. C'est des personnes... Ça peut être Monsieur Tout-le-Monde dans le quartier. C'est Monsieur Tout-le-monde. C'est-à-dire c'est Monsieur Tout-le-monde. Les histoires fournirées, etc., aussi spectaculaires soient-elles, qui sont effectivement, là pour le coup, entre guillemets, des monstres, c'est-à-dire qu'on voit bien la stratégie, etc., avec des meurtres, etc. Mais après, c'est Monsieur Tout-le-monde, c'est le père, l'oncle, les cousins, etc. C'est ceux à qui on donne le bon Dieu sans confession, d'autant plus quand c'est un prêtre d'ailleurs. Mais seuls 3% sont condamnés, donc forcément, allons-y. Enfin, je veux dire, il y a très peu de dépôts de plainte et quand la justice se positionne, a priori, elle a un peu de mal. Donc voilà, après, quel regard moi je porte sur l'Église? Ce qui me dérange aujourd'hui du non-positionnement de l'État, et ce qui me gêne beaucoup réellement, c'est qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu à l'anticléricalisme. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, tiens, tous les prêtres sont comme ça, etc., etc. En même temps, ça n'empêche pas certains, effectivement, de continuer à les laisser aller à l'église ou chez les scouts, etc., ou autre. Mais en réalité, c'est quoi le problème? C'est parce que l'État se positionne pas. Quelle autre institution en France, quelle autre institution pourrait
dire un jour, bon bah on a juste eu en 70 ans 330 000 victimes, ça correspond juste 13 enfants par jour, vous inquiétez pas maintenant, ça va bien se passer, on va prendre quelque chose, Ouais. on a compris quoi. Mais on a compris quoi? Ils nous disent en même temps qu'il y a un dysfonctionnement systémique, donc ils sont incapables de faire quelque chose, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le processus, entre guillemets, de réparation, de reconnaissance, comme ils l'appellent, c'est out, c'est-à-dire c'est en dehors, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre d'une institution qui dysfonctionne? Où est l'État, bon sang, dans ce pays? Où est l'État qui Oui, parce dit que ça se évidemment, passe sur le sol français. Et l'Église c'est et pas l'État ont été 1905. séparés en 1905. Ouais, mais donc, sauf que 1905, moi j'arrête pas de le dire partout, je l'ai dit à l'Élysée, je l'ai dit à la secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfant, je l'ai dit à la déléguée interministérielle d'aide aux victimes, où je me suis dit c'était aussi la bonne voie quand même. Mais en fait, c'est marqué où 1905, on a le droit de violer des enfants, ils peuvent les tuer aussi dans les églises, il y a quelque chose qui est prévu. Enfin, oui, parce qu'on parle là de criminels, en fait, au-delà de parler de bien prêtres, sûr. etc. Pourquoi ils ne sont pas traduits en justice? C'est pas de la religion, Ouais. exactement. Mais ils le sont par moment. Oui, Sauf que le problème, c'est quoi? En réalité, c'est que l'Église savait, comme moi c'est le cas. Moi, il faut savoir que je fais donc partie des 22 signalements qui ont été faits par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, ce qui pour moi était une violence sans nom, et d'ailleurs ce qui m'a animé évidemment, parce que je pense que j'ai toujours réagi comme ça à la violence depuis justement enfant, c'est-à-dire que, je me suis retrouvé un jour à entendre la restitution du rapport Sauvé. On me dit 330 000 victimes. Et là, je me dis, attends, moi, je suis un parmi 330 000. C'est un tsunami, le truc. Je me suis dit, ça y est, je suis déshumanisé à jamais. Et je l'étais d'autant plus que derrière, on me donne le numéro 457 dans ma réparation. Je me suis dit, ça c'est bon, ça aussi c'est bien, je suis plus qu'un numéro. Dossier et puis un numéro. Et après, je me dis, je fais partie des 22 signalements. 22 parmi 330 000, la violence du truc. Et j'apprends quoi? J'apprends en fait qu'ils savaient. Et qu'ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, mais vous comprenez, monsieur, votre avocat a dû vous le dire, les faits sont prescrits, donc on vous livre maintenant la vérité. Et ça veut dire que ça devrait me satisfaire, moi, en tant que victime. De me dire que des gens à qui on confie encore aujourd'hui, puisque c'est le cas notamment de la congrégation Don Bosco, à laquelle appartenait le prêtre qui m'a violé, on leur confie aujourd'hui des mineurs non accompagnés, des enfants en situation de handicap. Alors qu'on sait que ce sont eux qui sont les plus touchés. Alors que moi, les gens, bien sûr, on sait que ce sont eux qui sont les plus touchés. Les enfants en situation de handicap sont 4 fois plus exposés aux violences sexuelles, notamment les mineurs non accompagnés. J'ose même pas imaginer, parce que les chiffres, on les a pas, parce qu'on est dans l'indifférence complète de ce sujet-là et d'eux-mêmes, donc voilà. Mais quand même, on se dit que... Et donc, ça pose pas de problème. Et moi, pire là-dedans, ce que je trouve en plus atroce, je paye des impôts comme beaucoup de personnes, et je me dis que mes impôts... Finance. Et là, je me suis dit, mais là, pour le coup, moi, le disque dur, j'ai bugué, quoi, comme on dit. Je me suis retrouvé dans un truc à me dire, attends, c'est une blague. Donc moi, bien sûr, j'ai été dans les ministères, à l'Élysée et autres, je me suis dit, attendez, je suis pas que victime. C'est-à-dire que moi, je vous dis que eux, ceux qui étaient aux manettes... tous en payant nos impôts aussi à ça. Bah ouais. Et moi, le premier, en plus, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Au passage, je me dis quand même, ils sont responsables, ils s'en sortent grâce à la prescription. Et moi, le truc, c'est que je leur file des impôts. Mes impôts servent à les financer après. Enfin, je me dis, c'est quoi ce délire? Et ça pose de problème à personne. La prescription, on en parle grâce à Dieu. Hein. J'ai regardé le film ce week-end justement pour préparer l'interview. On a quand même le cardinal Barbarin qui a réussi à s'en sortir en appel sur la question de la responsabilité, qui dit lors d'une conférence de presse, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Quel cardinal Barbarin? D'ailleurs, je peux le livrer ici, je ne l'ai jamais fait devant une caméra ou quoi que ce soit. Le cardinal Barbarin, il faut savoir que moi j'ai fait une pétition à un moment donné qui a été signée par, je crois, près de 20 000 personnes sur mesopinions.com. Et on demandait en fait simplement à ce que le cardinal Barbarin soit mis en retrait au moins à minima, c'est-à-dire qu'il a été condamné en première instance, il faut le rappeler, il a été relaxé en appel parce que grâce à Dieu les faits sont prescrits. C'est exactement ça, la relaxe c'est uniquement... Les faits sont bien reconnus quand même. Oui. C'est reconnu par la justice, donc on se dit au bout d'un moment... On le rappelle, c'est le père Prénat qui a violé, je sais plus combien d'enfants. On ne sait même pas, il y en a plein en fait. Et le pire c'est que donc nous on demande au bout d'un moment, je pense légitimement en tant que victime, au moins qu'il soit mis un peu en retrait. C'est-à-dire quand on apprend qu'il y a un diocèse qui le met à l'honneur en disant « Vous avez une retraite spirituelle faite par le cardinal Barbarin », quand on est victime, on peut se dire que ça nous irrite un peu, que c'est un peu violent comme truc. Donc on fait une pétition là-dessus. Tu sais ce qu'il a fait? Il a envoyé son avocat et il l'a menacé de porter plainte pour diffamation. Et donc le site Mes Opinions a retiré la pétition. Donc ces gens-là, on cultive l'impunité, on cultive la culture de la peur absolue, et en fin de compte, tout le monde tremble. Donc eux, alors même qu'ils ont couvert des actes pédocriminels, n'ont jamais été inquiétés. Et lui, comme il a tellement rien compris, et comme il est tellement au-dessus des lois, et il dit au bout d'un moment, lui doit la fermer. Voilà. Enfin, et ça prouve le problème de société dont on parlait, puisque au-delà du fait qu'il n'ait pas été condamné, quand il propose une retraite spirituelle, il y a quand même des gens qui s'inscrivent. Donc il y a des gens qui soutiennent et qui supportent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça le vrai sujet au niveau des violences sexuelles. C'est qu'il y a un sujet politique de se dire il y a un manque de volonté politique. Et après, il y a un sujet effectivement sociétal où on doit effectivement changer les choses. 9 fois sur 10, les personnes tournent la tête, ou 9 fois sur 10, les victimes ne sont pas soutenues.
Donc ça veut dire que ni plus ni moins, forcément, il y a un problème. Mais c'est pour ça, tant que les politiques ne seront pas à la hauteur des enjeux, mais de manière ferme, comme d'autres ont pu le faire, on sera là toujours à se dire ah, on comprend pas, c'est terrible cette histoire, disons, c'est dingue. Mais, on a l'impression que ça ressemble peut-être à une autre, mais on oublie à chaque fois. Et moi, ça m'insupporte. Je me dis, mais il faut arrêter. À un moment donné, on a l'impression, mon histoire, elle est terrible. Et c'est là-dessus que je me dis, mais franchement, quand je pense à l'enfant que j'étais, je sais même pas comment j'ai fait pour passer tous ces caps-là. Et quand on se rend compte qu'elle est tellement banale, noyée à travers d'autres, je me dis, mais quelle horreur, quoi, bon sang, mais est-ce que c'est ça que je veux? Moi, le message que je passe à mon fils, c'est non, c'est pas possible. Il sait, moi, pourquoi je passe un peu de temps, là, actuellement, sur les plateaux ou autres, parce que je lui dis, tu comprends, en France, on ne veut pas protéger les enfants. Par contre, moi, tu peux me dire les choses. Ça veut dire au passage, parce que c'est important quand même de le dire de cette manière-là, que mes propos soient bien compris. Moi, mon gamin va par exemple en colonie ou autre, etc. Par contre, je lui passe les bons messages. À chaque fois, il sait très bien quand il rentre de colo, voile ou autre, je lui dis ça va, ça a été. Il sait que dans le ça va, ça a été, ce que ça signifie derrière, etc. Et les messages qu'il y a à passer, moi, je me cherche à être vigilant aussi sur la manière dont on... Mais je me dis quand même, à quoi est-ce qu'on est dans ce pays, état de droit, la France, la puissance française quand même, qui n'est pas n'importe quel pays, pays des droits de l'homme, moi j'arrête pas de le dire partout, on est le pays des droits de l'homme, on n'est ni le pays des droits des femmes, ni le pays des droits des enfants, ça c'est sûr. Je veux dire, le pays des droits de l'homme, c'est pas des droits humains, quoi, a priori, c'est pas pour rien. Et puis tu parlais tout à l'heure de l'homme en question, en tout cas de l'agresseur qui n'est pas toujours un monstre, qui a une tête de monstre, mais la plupart du temps, et on l'avait déjà dit avec Sarah Baruch, qui était venue nous parler des violences faites aux femmes, on a tendance à dire aux femmes fais attention dehors, c'est dangereux. En réalité, la plupart des crimes qui sont commis à la maison, dans la famille. 81%, c'est ce que dit la CIVI, ce que disent d'autres rapports, etc. 81% des violences sexuelles faites aux enfants ont lieu au sein même de la famille. Voilà. Donc c'est clair, net, précis, c'est-à-dire que bien sûr, il faut faire attention dehors quand même, parce que c'est important. Il y a quand même, on vit dans une société qui est quand même assez violente, donc faire attention. Mais quand même, et d'ailleurs, c'est mon histoire, c'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que moi, la violence s'exerçait au sein même de la famille, de manière assez importante. À 13 ans, j'ai dû partir bosser au marché pour différentes raisons, notamment parce que mon père faisait une différence avec mes sœurs, etc. J'aurais pu être exposé à d'autres violences au marché parce que j'étais un enfant de 13 ans. Donc, a priori, déjà, c'est interdit le travail à 13 ans, mais voilà, peu importe. Et j'ai fait de belles rencontres qui m'ont permis, effectivement, je pense aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça aurait pu être l'inverse. Et ça aurait pu être l'inverse. Idem, je traînais un peu à gauche, à droite, mais jamais j'ai été mis en danger, je dirais, à l'extérieur, autant qu'au sein même de ma famille. Je dirais que moi, j'ai jamais eu peur autant. Et d'ailleurs, je voulais pas forcément rester chez moi pour ça. Donc, j'ai toujours préféré bosser, etc., au marché ou autre, parce que c'était du temps que je passais pas à la maison, en l'occurrence. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. C'est vrai que le message, il est important à faire passer, parce qu'on a toujours tendance à sacraliser, justement, encore une fois, la famille, en se disant oui, c'est super, etc., faire attention. D'où le fait que ça n'avance pas aussi, quelque part. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, j'ai découvert un truc. Là, on va publier, pareil, une tribune prochainement. En France, il y a un truc que j'ai découvert que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tu connais le concept d'immunité familiale. C'est un truc de dingue. Non, je ne savais même pas que ça existait. Et ben voilà, on a un héritage du droit romain qu'on appelle l'immunité familiale. C'est un truc exceptionnel, fabuleux, et qu'on peut retrouver dans les violences sexuelles. Je m'explique. Ça marche en fait dans le cadre de délits. Mettons, je ne sais pas, une mère est au courant que son fils a volé quelque chose, d'accord ? La mère ne pourra jamais être inquiétée pour ne pas avoir dénoncé les faits parce qu'il y a une immunité familiale qui fait que vous comprenez, il y a un conflit de loyauté, etc. etc. Le délit, il faut savoir que la majorité, en fait, je reviens sur les chiffres au niveau des violences sexuelles, 73% de classement sans suite au niveau de la justice, uniquement 0,4% aboutissent aux assises, donc sont considérés comme des crimes, d'accord ? Donc ça signifie que dans le pays où on n'arrête pas de se dire oui, Gisèle Halimi, on la met où au Panthéon, pas Panthéon, le viol est un crime, etc. En réalité, c'est une fumisterie, quoi. Je le dis comme ça, mais clairement. Parce que ça n'a pas de conséquences. Et le reste est correctionnalisé. Okay. Donc le reste est considéré comme un délit. Et donc, quand les parents sont informés, mais il y en a plein, hein. Immunité familiale. C'est la carte, c'est Koh-Lanta, quoi. Tac, les gars, je sors ma carte, immunité. C'est le collier, quoi. C'est le collier, non mais hallucinant. Et moi, je ne pensais pas. Il faut faire sauter ces trucs-là, il faut arrêter. Même dans un vol, je me dis, mais d'où tu cours, par exemple, une infraction, un délit de ton gamin. Enfin, ok, on comprend que ce soit dur, très bien, tu t'en défendras. Ça s'appelle la responsabilité, encore une fois. Bien sûr. Et on couvre, on dit, ouais, non, quand même, il y a la loi de la famille. Mais la loi de la famille de quoi? On dit, d'un côté, il y a 81% de violences qui ont lieu dans la famille, et de l'autre côté, on dit, ouais, c'est la famille qui peut protéger, faire sa loi. Non, en fait, c'est pas possible, c'est pas logique, compatible. Ouais. Et c'est ce qui fait que, faut bien comprendre, et ça fait partie de mon combat aussi, que la question de la non-dénonciation, qui au passage, je le dis, quand je disais tout à l'heure que 92% des victimes au niveau de la Civise disent
ne pas avoir été protégé, Oui. mais moi je le présente autrement. 92 fois sur 100, il y a eu une non-dénonciation de crime. Et donc ça pose une question quand même en termes de justice. Ouais. Et ça, pour le coup, il n'y a pas besoin de nouvelle loi. La non-dénonciation de crime, c'est déjà inscrit, je dirais, dans le code pénal. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On peut poursuivre les personnes clairement par rapport à ça. Donc ça veut dire que on préfère se maintenir le truc en disant ouais, mais quand même, il y a la famille, vous comprenez, c'est compliqué. Faut accompagner. On n'arrête pas de dire ça. Faut accompagner les familles quand même. Et pourquoi? Parce qu'on confond violence et conflit. On se dit ouais, quand même, les parents, faut qu'ils comprennent. C'est pas bien de taper ses enfants. C'est pas bien de les violer non plus. Mais on parle de quoi en fait? Non mais je veux dire que je caricature le truc, mais le message c'est quand même celui-là. Et moi, ça, c'est pas possible, quoi. Je me dis simplement, enfin, moi, par exemple, en tant que père, j'ai jamais levé la main sur mon gamin, enfin, j'en sais rien. J'ai peut-être des fois osé le ton en disant, après, d'ailleurs, en revenant dessus, en me disant, voilà, je suis désolé, machin, parce qu'on sait bien quand même tout ce rapport de domination qu'on peut avoir. Mais quand même, enfin, je veux dire, mettre des coups, machin, enfin, moi, que les coups de ceinture que je me suis pris, les coups de chausse-pied ou autre, enfin, tout le monde savait, enfin, je veux dire, et personne n'a rien fait. Il y a combien d'enfants comme ça? Oui. Je veux dire, au nom de cette immunité familiale, aujourd'hui, il y a un enfant qui meurt tous les 4 jours sur les coups de ses parents, puisque frapper son enfant, c'est un délit. Immunité, non, j'étais au courant, ouais, c'est vrai, non, on peut pas déposer plainte contre la mère ou contre le père, parce que bon, il y a l'immunité familiale. Enfin, c'est pas possible. Enfin, 120 enfants par an. Alors, on parlait beaucoup des femmes, 125, et les enfants pas du tout. Ça commence à venir. Aussi peut-être parce qu'il y a un tabou dans la société, parce que les violences faites aux enfants, elles sont aussi bien faites par les papas que par les mamans. Alors que sur les chiffres pour les violences faites aux femmes, ou en tout cas entre conjoints, on le sait, c'est 1 à 2 femmes qui est tuée, 1 à 2 hommes pardon, qui est tué tous les ans par leurs femmes et 125 par les femmes. C'est écrasant, donc on parle essentiellement des femmes qui sont tuées par leur mari. Pour le coup, les enfants, on le sait, hein, les faits divers sont nombreux, des femmes qui congèlent leurs enfants, en tout cas ça arrive de façon beaucoup plus récurrente. Il y a un tabou qui est aussi lié à ça? Bien sûr, de toute façon c'est très simple. Rappelle-toi quand on allait... quand on était à l'école, enfant, etc., on avait même les instits ou autres qui pouvaient des fois être violents. Donc ça veut dire qu'il y avait une violence qui était tolérée, etc. Et banalisée. Et banalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus possible, heureusement, qu'un instit ou un prof se comporte comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est en train d'aller vers la famille et c'est très bien. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui est complètement banalisé, on n'arrête pas de le dire, on le voit bien, loi contre la fessée, ah mon Dieu, machin, etc., c'est pas possible. Comment ça, j'ai plus le droit de mettre une gifle à mon enfant ou une fessée? Enfin, de quoi on parle, quoi? Moi, je comprends pas. Et le pire, encore une fois, là-dedans, c'est que là où les politiques devraient au bout d'un moment enfoncer le clou une fois qu'ils ont fait une loi pour se dire au bout d'un moment comment est-ce qu'on fait appliquer la loi, parce que c'est un peu le sujet, comme c'est bien de faire une loi, le mieux c'est quand elle est appliquée. Là, il n'y a plus personne. Par exemple, la loi sur la fessée, on voit bien qu'il y a plein de résistances, de psy, mais pas que. Et là, on devrait se dire au bout d'un moment, en fait, la loi, elle n'est pas sectaire. En fait, la loi, c'est la loi. On vous demande de l'appliquer, ce que vous dites, c'est pas possible. Il n'y a personne qui dit ça. Personne. Et ça veut dire que les associations d'ailleurs qui osent dire au bout d'un moment, mais non, ça, c'est pas normal. Ah, c'est encore des hystériques ou des complotistes, parce que de toute façon, dès qu'on s'oppose à quelque chose, on est soit hystérique, soit complotiste dans ce pays. Donc c'est systématiquement ça, même s'il y a quand même des complotistes. Évidemment. Mais d'où l'intérêt de parler des faits et d'en parler avec des experts. On va parler des conséquences, évidemment. Juste avant, un mot sur le fait que, vous le disiez, c'est systémique. Ça existe dans l'Église, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais en fait, c'est dans tous les domaines. On le voit dans le sport, les entraîneurs sur les jeunes filles, ou sur les jeunes garçons d'ailleurs. Ça touche vraiment tous les domaines, l'école aussi. De toute façon, je veux dire, c'est un rapport de domination. Donc, dès qu'on va avoir un rapport de domination entre un adulte et un enfant qui existe de fait, mais en plus, qui plus est, qui est incarné par quelqu'un à qui on donne le bon Dieu sans confession quand c'est un prêtre, ou à qui on dit il peut avoir le pouvoir sur mon enfant pour qu'il soit le meilleur sportif, etc. ou autre. Ou pour qu'il soit le meilleur élève, etc., c'est que ça en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, on prend le risque en fait d'exposer les enfants à des violences atroces et surtout, comme on aura mis sur un piédestal soit le prof, soit le coach, soit le prêtre, etc. Et l'enfant forcément, il va se dire, je ne veux pas pouvoir en parler directement parce que ça doit faire partie en plus du challenge. J'en sais rien moi, comment le dire autrement. Moi, c'est un peu d'ailleurs comme ça que je l'ai vécu. Moi, dans un premier temps, quand j'ai été violé donc, à l'âge de 8 ans, je me rappelle très bien de ce truc-là. Je me suis même longtemps dit, mais ça se trouve, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Parce que lui, il me présentait en plus les choses comme une éducation sexuelle. Je me suis dit, ça se trouve, j'en sais rien. Et peut-être qu'on ne me le dit pas, et peut-être que c'est pour ça qu'il adore. Enfin, on se pose forcément plein de questions. C'est le principe d'un enfant. L'enfant ne sait pas. L'enfant est là pour apprendre. Et puis, il a confiance. C'est-à-dire qu'il se dit que ses parents, encore une fois, mes parents le laissent dormir dans ma chambre. Je me dis, tiens, voilà. Et en plus, comme on savait qu'il était en lien avec des enfants, notamment en Afrique, on était quand même dans les années, en plus, avec la Somalie, machin, tout le truc, l'Éthiopie, voilà. Et du coup, on regardait ça en disant, c'est comme quelqu'un qui s'est donné aux enfants, etc. etc. Donc,
on se dit, bah, c'est normal en fait de faire ça. Mm. Et personne en fait alerte, donc il n'y a pas de manière, d'une certaine manière, de prévenir ou quoi que ce soit, au-delà du fait que, bien entendu, mes parents n'auraient jamais dû le faire dans ma chambre, ça c'est une évidence absolue. On va parler des conséquences maintenant, parce qu'évidemment, on imagine l'atrocité de vivre ce genre de situation et d'attaque, on va le dire comme ça. Les conséquences, elles sont sur le long terme. Dans ta famille, toi, tu n'es pas le seul à avoir vécu ça, il y a eu des suicides. Ça, c'est pour la partie la plus grave, on va dire, même s'il n'y a pas d'échelle dans cette violence, mais elles sont concrètes. C'est-à-dire que même au niveau de la santé, aujourd'hui, ta santé est fragilisée parce que tu as vécu à 8 ans un viol. Ah, mais moi, c'est la rage que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très simple. Moi, mon fils naît en septembre 2015. Moins de 6 mois après, je suis hospitalisé avec une déficience respiratoire. Le médecin ne savait pas trop ce que j'avais. Il dit ah, peut-être une embolie pulmonaire. Machin, bref, ils ne savent pas. Je me retrouve à Bichat dans le 18e. Service maladie rare, machin. Je me dis qu'est-ce que je fais là-dedans. J'en sais rien. Effectivement, j'avais du mal. J'avais été alerté, moi d'ailleurs, à l'époque par une de mes assistantes. En me disant, monsieur Gallet, quand même, vous êtes pas mal essoufflé. Je suis, ouais, mais je suis un peu fatigué. Machin. Moi, je banalise aussi à ma manière. Et puis, j'arrive à Bichat. Je dis, monsieur, vous n'avez rien. Je dis, mais moi, je n'ai pas demandé à être là. Vous êtes marrant, vous, j'ai rien, j'en sais rien. Ils étaient quand même embêtés parce qu'ils arrivaient à trouver quelque chose, etc. Bref, ils m'envoient vers une pneumologue de ville qui était vachement bien. D'ailleurs, je peux donner son nom, c'est la docteure Annie Faure. Je ne vais pas faire de la com pour elle, mais quand même, c'est important de se dire qu'il y a des bons médecins. Et elle, première consultation, elle me dit, je peux vous poser une question. Est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles dans votre enfance ? Ah là, je me dis, mais je suis où? Je suis chez ma psy, là, quoi. C'est quoi la question? Je me suis dit, c'est pas possible. Elle me dit, parce que ce que je détecte, c'est uniquement, en fait, chez des enfants victimes de violences sexuelles. J'ai fait des travaux, en fait, sur ces questions-là. Et là, pour moi, c'est ça. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas le traiter. Pourquoi? Parce que c'est psychotraumatique. Et donc, ça signifie que derrière, ça se déclenche. Forcément. C'est lié à la respiration. Bien sûr. Pendant. Je respire, en fait, pour te dire les choses comme ça, je respire comme quand j'ai été violé, en réalité. C'est-à-dire que mon corps se rappelle. Ouais. Et le problème, c'est quoi? Je veux te dire ce que c'est qu'ils te disent au début, là, il n'y a rien de visible sur le poumon, sauf que petit à petit, forcément, ça va se dégrader, inévitablement, parce que les poumons sont mis à l'épreuve. Pas de bol, si j'ose dire, pas plus tard que le début de cette année-là, j'ai été de nouveau hospitalisé, fibro, machin, tout le bazar, là. Et ils ont détecté au niveau du poumon, ça y est, j'ai le poumon droit qui commence à être attaqué. Et là, ils le voient, c'est détectable d'une certaine manière. Ils ne peuvent rien faire non plus. Et ils me disent que voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Donc après, le poumon, cœur, j'ai aussi le système digestif, ça c'est aussi une nouveauté, je dirais, 2023. Et c'est ça mon combat, c'est de me dire que bon sang, j'ai eu un moment d'intense bonheur à la naissance de mon fils, avec quelque chose qui était tellement magique, vraiment je le dis, presque encore les larmes aux yeux. Il pleurait, la sage-femme me dit « prenez-le dans vos bras », il s'arrête de pleurer. C'est un truc magique que tous les parents forcément connaissent. Et forcément, quand on a été victime comme moi, je me suis dit « waouh, il y a un truc exceptionnel ». Et d'apprendre après que mon espérance de vie va être réduite par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est de dire à mon fils « papa, c'est pas de sa faute quelque part, même si je pars trop tôt, je le dis, on sait que notre espérance de vie, elle est à peu près entre 15 et 20 ans réduite par rapport à d'autres au regard des conséquences psychotraumatiques. Ma lutte, c'est celle-là, c'est de me dire à un moment donné, vous voulez peut-être, ça ne vous pose pas de problème, moi je vais dépenser l'énergie que j'ai pour aussi préserver aussi les autres enfants, parce que plus on va dépister tôt, il faut le savoir, et moins les conséquences psychotraumatiques seront importantes. Donc ça veut dire que si moi, on avait agi plus tôt sur ce que j'avais, et si on ne m'avait pas rejeté, comme ça a été le cas de ma famille, etc., ce qui est venu amplifier certaines choses, et d'une certaine manière, je pourrais espérer avoir une autre espérance de vie. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les témoignages. Les témoignages quand je disais tout à l'heure qu'il y avait seuls 8% des personnes à qui on a dit « je te crois, je te soutiens », il faut savoir qu'en face, 62% d'entre elles déclarent n'avoir aucun souci de santé. C'est intéressant. Je veux dire, le lien qu'il peut y avoir entre la réponse qui est faite, mais c'est évident. Quand on est victime, en fin de compte, comme on a souvent plus je sais pas, on ressent plus la douleur, etc., on met la violence du non-soutien social au même niveau que la violence qu'on a vécue. C'est quelque chose qui se rejoue en fait systématiquement en se disant je suis mis en danger. Et je suis mis en danger. C'est-à-dire que j'ai osé parler et derrière j'ai des gens en fait quelque part ça se retourne contre moi. On va y revenir d'ailleurs sur ce sujet-là. Juste avant, l'importance en fait de parler de ces conséquences-là, c'est aussi parce qu'on parlait de banalisation tout à l'heure. Les agresseurs souvent banalisent ce qu'ils ont fait.
On l'entend dans la bouche des prêtres, par exemple, c'est de dire non mais les enfants, on les aime et on leur a pas fait de mal. Et parfois l'incompréhension, on parle parfois alors ça commence à changer, les lois changent aussi, mais de dire non mais il était consentant, il s'est pas rebiffé, comme si un gamin de 8 ans pouvait être consentant à ce genre de choses. Et en fait l'importance de parler des conséquences physiques clairement et de maladies et de pathologies qui sont déclenchées, c'est de montrer que non, à aucun moment il a pu être consentant de toute façon, la preuve aussi par cette maladie. Bah bien sûr, un enfant n'est jamais consentant. Nous, il faut savoir qu'en 2021, on a dû quand même demander une loi. Le truc hallucinant. Pourquoi ? Parce que dans les commissariats, jusqu'alors, on demandait aux enfants, y compris de 8 ans, 6 ans, il faut bien se rendre compte quand même, est-ce que tu as été consentant à un rapport sexuel avec ton père ? Non mais le truc d'une violence, comment on peut poser une question ? 2021, je veux dire, 2021, je parle pas d'un truc qui date de l'époque de dinosaures, quoi, je veux dire, 2021. Donc bien sûr qu'on comprend mieux pourquoi on en est là aujourd'hui. Et encore, ça a fait débat à l'Assemblée et au Sénat, je dis bien. Le truc aurait dû passer comme une lettre à la poste avec tous les députés, tous les sénateurs et sénatrices, etc. Ça a été encore discuté. Ah bah discuté, et puis en plus, il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, hein, dans les hémicycles respectifs des deux chambres. Ça n'intéresse pas. Bah non, c'est les enfants, quoi. On s'en fiche, quoi. Même si, alors qu'il y avait le mouvement MeToo inceste, etc. C'est ça qui me rend... Moi, ça m'horrifie, en réalité. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur, et je le raconte aussi dans le livre, il faut en faire un vrai sujet politique. Moi, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Move Enfant. Move Enfant, c'est un mouvement citoyen. Il y a des survivantes, des survivants, il y a des alliés. Enfin bref, il y a le monde tel qu'il est, parce que je pense qu'on est tous et tous victimes, en réalité, de toutes ces violences-là. Unissons-nous, il faut arrêter. Et puis, c'est pas uniquement de se dire ah, l'entre-soi, machin. Non, on n'est pas là, nous, pour être sur des groupes de parole. On demande des actions politiques de manière très claire, nette, précise. On construit un plaidoyer. On est reçu dans différents endroits, Élysée, machin ou autre, des députés, ce qu'on veut. Il faut que l'enfant soit une priorité, et si les politiques ne le comprennent pas, la démocratie, c'est nous. Moi, le message, il est très clair, il faut qu'on avance, et moi, je lâcherai rien, encore une fois, pour les enfants, et je le dis avec d'autant plus de force, comme ça peut s'entendre au niveau de ma voix, que quand je sais que je vais perdre des années précieuses de ma vie, que je ne verrai pas avec soit mon fils, et ce que je souhaite, peut-être qu'il aura des enfants, j'en sais rien, peu importe, ça me dégoûte. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, ça me fout en l'air. Et le dernier sujet que je voulais aborder, c'est encore une fois cette violence qui continue après les faits, qui continue quand on essaye de les expliquer, qui continue même des années plus tard, quand dans votre cas, vous êtes directeur général d'une association qui traite justement de ces sujets-là. On vous reproche le fait de parler de votre expérience à vous. Ah ouais, c'est-à-dire que quand on ose parler, Mais c'est ça le problème. De toute façon, c'est la culture de la peur. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est pas la... Moi, pourtant, j'ai porté souvent le truc en disant « la honte change de camp ». En fait, non, c'est la peur qui doit changer de camp plus que la honte, en réalité. Et effectivement, quand j'ai osé, parce que j'ai été dans le même numéro de l'Obs que Camille Kouchner, j'en parlerai toute ma vie. J'appelle mon président parce que déjà, je ne savais pas que j'allais être dans le même numéro. Je pensais que ça allait être un peu plus discret. On ne m'avait pas dit et la journaliste ne savait pas. Et donc, j'appelle discrètement mon président en disant « oui, je suis en fait dans le même numéro. Ça risque de faire un peu de bruit avec ma photo. Je n'avais pas réalisé. » Puis bon, même si j'en parle publiquement, c'est toujours compliqué en fait. Bref, c'est plus simple, je dirais, d'être dans le lien avec un journaliste que d'en parler autour de soi, etc. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et lui me dit « oui, je sais bien, on va faire un conseil d'administration sans vous. » Moi qui pensais recevoir du soutien de sa part, j'apprends qu'il va faire un conseil d'administration. Alors quand on est DG et qu'on fait un conseil d'administration, c'est pas bon généralement. J'ai mis 15 jours à en parler à ma femme parce que je me suis dit, merde, j'ai fait une connerie. Et je me suis dit, j'avais, voilà, pareil, loyer, machin, tout le bazar. Là. Je me suis dit, attends, je vais me mettre en difficulté ma famille parce que j'ai pris la parole. Truc de dingue. Et au final, j'ai eu une lettre de recadrage. Me disant, évidemment, nous vous demandons de veiller machin, pour la notoriété de l'association, etc. Et la seule chose que j'ai eue, et là je pense que c'est l'enfant en moi qui a parlé, quand mon président m'a annoncé qu'il y avait un conseil d'administration sans moi, tu sais ce que j'ai dit ? J'aurais dit, mais vous pouvez dire au conseil d'administration que je lutte contre ça, donc vous pouvez leur dire aussi que je suis partant en fait. Je vais déjà trouver du boulot ailleurs, donc dites-leur. Et ça a été, ils l'ont noté d'ailleurs. Eux derrière, on met ça à l'ordre du jour, etc. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de discussion possible. Ils préféraient que je parte parce que l'inceste ça pue, je suis désolé de le dire comme ça. Et donc, même dans des associations qui sont là pour aider les enfants. Des associations de protection de l'enfance, bien sûr. Il y a des associations de protection de l'enfance qui sont assez mal à l'aise par rapport à ça. J'ai eu le même cas dans mes fonctions juste après. J'arrive, j'ai des syndicats, je m'en parlais toute ma vie aussi, grosse association, 900 salariés, etc. Il y a une vingtaine de personnes autour de la table, des représentants de certains syndicats, donc je ne vais pas dire des syndicats, donc des représentants, et qui me demandent au bout d'un moment, mais vous ne pouvez pas anonymiser vos comptes sur les réseaux sociaux parce que ça peut apporter, la confusion, ou gêner pour les professionnels, etc. Alors même que dans le même temps, assez hallucinant, j'avais cette parole-là quand même, je me dis, putain, il faut oser quand même.
Moi, je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas le sujet. Moi, je me lutte contre l'omerta et vous me demandez que mes comptes soient anonymes. Je fais, c'est pas possible, en fait. Moi, j'ai mon disque dur là aussi qui bug. Et puis, dans le même temps, c'est là que c'est intéressant, j'avais quand même une trentaine de personnes, de salariés, qui témoignaient également d'avoir été victimes. Donc, sur 900 salariés, j'en avais 30 qui étaient hyper rassurés que j'arrive en se disant, évidemment, enfin, les choses vont pouvoir bouger parce qu'il y a des choses au niveau des pratiques quand même qui sont à revoir. Et c'est tout notre sujet. Et puis il y a aussi, on parlait des viols tout à l'heure, il y a aussi des abus sexuels qui sont faits dans les structures dans lesquelles on accueille des enfants qui partent de familles dans lesquelles ils ont vécu déjà des horreurs. Bien sûr, c'est un sujet d'ailleurs tabou, et au passage, je le dis ici, peut-être que la Civis va pas assez loin là-dessus. Moi, j'ai eu différents échanges, notamment avec des enfants placés ou d'anciens enfants placés, qui me disent, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que c'est une réalité, c'est-à-dire que, faut savoir qu'en France aussi, il y a un agresseur sur 3 qui est un mineur. Ça pose un vrai sujet de fond quand même. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans un pays où on a quand même ce qu'on appelle l'ordonnance 45, qui est une ordonnance qui a été mise en place pour dire que c'est des enfants délinquants ou criminels ou autres, ce sont avant tout des enfants et donc il faut les protéger. Il y a une réponse à avoir majeure, et bien souvent, quel est le réflexe là aussi de la société? Quand un agresseur est mineur, c'est comme si on lui retirait sa minorité. Et moi aussi, je lutte contre ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, non, il faut protéger les enfants, y compris les agresseurs, il faut les protéger. C'est le pacte républicain qui est en jeu, c'est de se dire, vraiment, quelle réponse on leur apporte. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de partager aussi cette anecdote aussi que je ne mets pas dans le livre, et je l'ai eu récemment, j'ai été récemment en Guyane, j'ai mis en place une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Je me déplace dans 45 villes, etc., dont 6 dans les dom-toms. J'ai été en Guyane. Bon, bref, j'ai fait mon tourisme parisien le week-end. Et j'arrive un peu en retrait de Cayenne. Il y a une ville qui s'appelle Cacao, qui est assez sympa, et qui est en plein dans l'Amazonie. Donc je me suis dit, quand même, je ne vais pas là sans me dire, je ne vois pas ce que c'est la forêt amazonienne, c'est pas possible, je ne peux pas être là-bas pour rien. Et là, on me dit en même temps, tiens, il y a un CER. Un CER, c'est quoi? C'est un centre éducatif renforcé où il y a des jeunes qui sont sous main de justice. Okay, on venait juste de publier l'avis au niveau de la Civis en disant que quand on dit à un enfant « je ne te crois pas, je ne te protège pas », il y a un risque de délinquance plus à 90% d'entre eux. Et moi, j'y vais en tourisme parce qu'on me parle de pirogue. On me dit « ouais, tu vas voir, tu vas prendre la pirogue, tu vas arriver, là, les jeunes, il y a un CER, donc un centre éducatif renforcé, il y a des jeunes, etc. » Bref, je suis accueilli sur c'est une île en plus. Donc j'arrive avec ma pirogue, machin, très sympa. Et puis, il y a 4 jeunes qui m'accueillent. On va dire assez viril, jusque-là tout va bien, machin, entre 16 et 17 ans, 16-17 ans, machin. Ils m'accueillent, arrive le temps du repas, je ne suis pas resté longtemps, le temps du repas, ils me disent « oui, mais pourquoi tu es là ?» Bon, au début, je me dis c'est plutôt rassurant et inclusif, c'est plutôt graveleux, la savonnette, le machin, enfin les trucs habituels, quoi. Voilà, quand on a été victime, quelque part, ça pue tellement qu'on peut rire de tout. Après, il y a le silence quand même qui s'installe. Les jeunes écoutent ce que j'ai à dire. Et puis là, il y en a un d'entre eux qui était celui qui, on va dire, qui était le plus dominant du groupe, qui venait de Martinique, qui avait été déplacé, Martinique, Guadeloupe, etc., et qui arrivait en Guyane. Et là, qui me dit, pourquoi tu parles de mon histoire? Et on se dit, mais attends, machin. Et là, on creuse un peu. Première réaction d'ailleurs de la psy au passage, et c'est là que je dis qu'il faut accompagner, qui était très bien vraiment, et c'est important ce que je dis là, ça c'est pas jugeant, c'est de dire, on va appeler la mère. Je fais non. Non, en fait, lui en plus il est sous main de justice. Alors, on appelle le juge déjà avant d'appeler la mère parce qu'il est confié, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jeune-là a pu dire quoi? Il a dit qu'il en avait parlé à sa mère ne l'avait pas protégé, ne l'avait pas cru. Et qu'est-ce qu'il faisait en réalité? Il était toujours à l'extérieur, il explosait tout dehors, mais qu'est-ce qu'il faisait si ce n'est appelé au secours? Et depuis, en fait, il a une posture de victime. Et donc, il n'avait pas agressé, c'est pas pour ça qu'il était là, mais c'était un jeune qui faisait n'importe quoi, je pense, dans le trafic, machin, tout ce qu'on veut. Et tout ça pour dire que quel regard on avait, c'est-à-dire que la société, au bout d'un moment, on n'en voulait tellement plus, on le fout à Cayenne d'une certaine manière, sur une île, qui ne nous gêne pas, là, pendant 4 mois, etc., ça suffit. Et on n'avait pas été capable de se dire à un moment donné que s'il agissait de cette manière-là, c'est sûrement parce qu'il avait été victime de quelque chose. Et moi, je le vois bien. Moi, j'aurais pu être de ces jeunes-là. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre aussi. Moi, j'ai dealé des kilos de cannabis. J'ai eu la seule chance. Je me suis jamais fait choper. Je veux dire, d'ailleurs, je lui ai dit à lui. Je leur ai dit. Hein. Parce que eux rigolaient en disant, mais toi, ça t'est jamais arrivé, machin. Parce que forcément, c'était le lien. Je fais, mais si, mais moi, contrairement à vous, je me suis jamais fait choper. C'est ce que je leur ai dit. Je fais, après, ce qui est sûr, c'est que quel regard on a là-dessus? Non, ça nous arrange plus d'avoir un regard en se disant ouais, les parents, de toute façon, ils tiennent pas leur môme, machin, etc. Non, on revient à quelque chose qui est de leur faut tenir son gamin. Et nous, la société, finalement, quand on voit ça, on n'a pas une responsabilité de se dire qu'il y a peut-être quelque chose, on passe à côté. Et pour éviter et justement. Que sa famille, elle peut dysfonctionner, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est un peu 80% des cas. Donc, objectivement, on peut avoir ce regard-là aussi. Et c'est ça, moi, qui m'anime, c'est de me dire, au bout d'un moment, il y a bien ces deux entrées, et c'est là-dessus qu'il faut. Et il faut bouger la société. Moi, je suis clair, net, précis. Moi, c'est pour ça que je n'hésite pas avec les mots en disant que la société est consciente à ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on le sait en réalité, on n'arrête pas de le dire, et les témoignages de victimes le disent
sans cesse. On préfère s'arrêter sur la question un peu, je dirais, le fantasme, je l'appelle comme ça, parce que les gens disent alors ouais, ça vous dérange pas de raconter vos histoires, donc on peut toujours raconter un peu des trucs, des fois, qui sont forcément... Moi, j'ai pas de mal avec ces trucs-là. Moi, quand je raconte mon histoire, par exemple, je parle de sodomie, de choses comme ça, parce que je me dis, les gens, ils se rendent pas compte derrière un viol, inceste, etc. Mais derrière, notre message, c'est quoi? Mais agissez, bon sang, passez de la parole aux actes, c'est pas juste libérer votre parole, quoi. Libérer votre parole, pourquoi? Juste pour qu'on me dise, oh, t'es quelqu'un d'hyper courageux, comme si nous, alors qu'on nous a pas soutenus quand on était enfant, comme si nous, moi, à 42 ans, j'allais attendre un câlin, quoi. Je veux dire, machin, ah, c'est vachement bien, c'est super ce que tu fais. Non, notre message, c'est allons chercher les 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Plus jamais ça, agissez et arrêtez de nous raconter des histoires. J'étais un enfant aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Arnaud Gallet d'avoir accepté l'invitation. Merci. On finit toujours l'émission par un message. Alors là, c'est divers, c'est très complexe, mais si tu avais un message à faire passer, au-delà des politiques avec qui tu es en relation et on sait que tu travailles, peut-être à la société en règle générale, aux parents des enfants qui vont parfois dans des colonies de vacances, vont au sport. Quel est le message que tu peux leur faire passer pour faire comprendre que c'est à tous la responsabilité de se rendre compte, de poser les bonnes questions aussi et d'écouter? Un message très simple, c'est-à-dire que déjà, il faut croire son enfant, pas se dire, voilà, il ment, machin, comme on imagine souvent. Il faut savoir qu'il y a très peu de situations où les enfants, entre guillemets, mentent. Il y a 2%, et bien souvent, ils ne mentent pas, c'est parce qu'ils disent réellement autre chose. Et puis, faut les protéger. Et quand vous avez un doute, pas de doute, faites le 119, ça me semble important. Il n'y a peut-être pas assez de moyens, un certain râle, des fois derrière, etc. Sauf que moi-même, je le dis, j'ai déjà appelé le 119 avec ma belle-fille, etc., pour d'autres raisons. Eh ben, j'ai toujours été bien reçu. Alors des fois, il faut un peu insister peut-être, mais dans le doute, pas de doute, on a un rôle à jouer par rapport à ça et il ne faut pas faire l'économie de se dire bon allez, c'est peut-être pas grave ou de faire comme si on mettait des œillères. Et voilà, on est en capacité d'agir et ça pour moi c'est important vraiment d'envoyer ce message-là. Merci beaucoup. Merci.